Docteur Kouyaté, lorsque vous avez écouté ces personnes-là, est-ce que vous n'avez pas eu l'impression qu'on a souvent peur d'aborder le sujet très franchement, alors que tout le monde en souffre, parce qu'ils en avaient gros sur le cœur? Est-ce qu'on aborde franchement ce sujet-là? Ce que je retiens de cette intervention et qui m'a fait sursauter et qui me permet de rebondir sur l'interpellation de M. Ben Fally Soumaoro, c'est que j'ai l'impression que je suis dans un univers ambiant où tout est pourri, alors que ce n'est pas le cas. Quand on dit que la corruption est officialisée, on peut dire que la corruption s'est généralisée, mais pas officialisée. Il n'y a pas d'estampillé pour dire que la corruption aujourd'hui a pris des vêtements officiels pour s'imposer dans notre société. Ça, moi, je ne peux pas admettre ce genre de propos. Est-ce que la justice est crédible? C'est la question de fond qui transparaît ici. Est-ce que notre justice aujourd'hui est capable de trancher les questions de corruption ou de raquettes qui lui sont rapportées en termes de prise de décision? Nous avons des faits importants par rapport auxquels la justice a pris position. Mais comme l'a dit tantôt le président, la justice n'est pas là pour rendre service. La justice est là pour prendre des décisions, rendre des décisions, au nom du peuple de Côte d'Ivoire et conformément à nos textes de loi. Moi, pour ma part, je suis à fond juriste. Et j'estime que les tribunaux de notre pays ont une mission régalienne, qui est de dire le droit, qui est de dire la justice pour le peuple de Côte d'Ivoire. Dans certains cas, et de nombreux cas, elle a failli. Elle a lourdement failli et cela a entraîné des conséquences à la limite incalculable. Mais je pense qu'avec la réorganisation, la restructuration qui est en marche, la justice peut et doit se ressaisir. Si vous voyez aujourd'hui que dans la composition de la justice, il y a un pan entier consacré à l'environnement des affaires qui a concouru à créer le tribunal du commerce. Ce tribunal du commerce-là a pour mission de veiller à la célérité des affaires, donc de prendre des décisions pour que l'environnement des affaires ne s'arrête pas. De manière continue, il faut que les affaires puissent tourner. Donc je pense que c'est autant d'actes forts d'espoir et qui nous permet de dire que la justice est en train de faire sa mue. Et n'oubliez pas, quand on regarde dans le rétroviseur, que nous avons parcouru un certain chemin. Et en parcourant ce chemin, effectivement, la justice nous a fait tomber, nous a fait culbuter. Et mon sentiment aujourd'hui, après ce moment assez difficile, nous sommes en train de remonter plus ou moins la pente pour que la justice renaisse de ses cendres et devienne une justice crédible. En l'état actuel, mon opinion est que la justice est dans une transition. Et cette transition-là, elle nous permettra d'aller vers une justice plus crédible. Monsieur Soumaoro? Bon, comme l'a dit tout à l'heure, docteur... Vous pensez qu'on aborde franchement le sujet sur la corruption, les raquettes, beaucoup de scrupules, beaucoup de peur plutôt, pour ne pas aborder la chose comme il faut? Bon, moi personnellement, je n'ai pas peur quand même d'aborder, mais nous, en tant que membres de la société civile, nous ne sommes pas toujours satisfaits. Même si nous sentons dans certains secteurs qu'il y a un débit, mais nous ne sommes pas toujours satisfaits de cette lutte contre la corruption et puis raquette. En ce qui concerne la corruption, j'ai été éclairé, ça a été dit dans l'élément qu'il y a des comportements qui peuvent faire fuir les investisseurs. Parce que j'aime parler des cas palpables. Voilà une structure comme l'OIC, ils ont décidé d'ouvrir les actions de l'OIC à des privés. Il y a eu un appel d'offres. Il y a eu des opérateurs économiques qui ont payé des actions. Et sur décision d'un membre du gouvernement, le ministre des Transports, on a appelé ces opérateurs économiques-là à rembourser leur argent sans motif valable. Vous croyez que c'est de la bonne gouvernance, ça? Non, ce que vous dites sur ce plateau, vous n'avez pas les éléments qu'il faut pour nous dire que ce n'était pas un élément de bonne gouvernance. Oui, mais à partir du moment où on ouvre une structure, les actions... On ne peut pas vous le laisser dire tout simplement. C'est dire qu'il faut le dire, mais il faut aussi, à ce moment-là, il aurait fallu nous apporter des éléments de preuve pour nous convaincre là où nous sommes. Ok. Mais sinon, en tout cas, j'ai dit que les éléments de preuve, puisqu'à partir de cette émission, s'il y a des réactions et qu'on m'appelle
pour justifier ce que j'ai dit, je viendrai avec des éléments, des preuves de ce qui s'est passé, de ce que j'ai dit ce soir sur ce plateau, pour dire qu'il y a des opérateurs économiques qui ont payé des actions de l'OIC et que l'argent a été encaissé et qu'après on a rappelé ces opérateurs économiques pour rembourser leur argent sans motif valable, alors que l'intention de notre président, qui dit aujourd'hui qu'il veut assainir le monde des affaires, qui veut ouvrir la Côte d'Ivoire à des opérateurs économiques pour venir investir. Mais pendant ce temps-ci, il y a des actions pour empêcher certains opérateurs économiques. Ils vont aller avec leur argent ailleurs et ça n'arrange pas l'État de Côte d'Ivoire en tant que tel. Nous, population, ça ne nous arrange pas. Très bien. Le docteur Kouyaté voulait réagir par rapport à cela. Il lançait certainement des choses. Oui, je pense qu'il ne faut pas méconnaître les règles d'organisation et de fonctionnement d'une société. Une société est essentiellement dirigée par des instances qui sont notamment au niveau du conseil d'administration. Et le conseil d'administration d'une société est libre dans ses prises de décision. Aujourd'hui, quand vous prenez l'organisation d'une justice, il y a la justice debout et la justice assise. La justice debout prend des décisions auprès du ministre de la Justice. Dans le cas de l'OIC, comme il vient de le dire, nous avons affaire à un conseil d'administration avec un PCA où la règle de la majorité prévaut. Donc on ne peut pas imputer ça au ministre, quitte à lui d'apporter les preuves établissant clairement la responsabilité du ministre. Et cela faisant, c'est méconnaître les règles d'organisation et de fonctionnement d'une société. Très bien. Voilà. Je comprends. La précision est en fait... Monsieur Malan, aujourd'hui, on a évoqué plusieurs choses à la fois, mais comment vous expliquez, en parlant toujours de la corruption, que les acteurs qui sont identifiés nettement soient aussi incorrigibles jusqu'à ce jour? Lesquels acteurs? Les corrompus. Et dans les corrompus, on peut en mettre autant qu'on veut. Écoutez, M. Fofana, je pense qu'on abordera certainement la question de la lutte contre la corruption, mais il est évident que la corruption, c'est d'abord un problème de gouvernance, d'après les économistes. C'est l'échec des institutions à gérer les affaires de la cité avec des contrepoids. La gouvernance signifie effectivement que dans chaque secteur d'activité, il faut mettre en place des mécanismes rigides qui permettent une fluidité du fonctionnement du service donné. Que ce soit le gouvernement, que ce soit la justice, que ce soit l'économie. C'est de cela qu'on parle. On parle des indices de gouvernance. Est-ce qu'au plan politique, il y a l'alternance? Est-ce qu'il y a des élections? C'est des critères. Est-ce qu'au plan judiciaire, les procédures sont traitées avec célérité? Est-ce que les décisions sont rendues conformément à la loi? Est-ce qu'il y a des recours par rapport aux décisions rendues? Dans quel laps de temps ces décisions-là sont rendues, etc., etc. Ces indices-là, réunis, n'est-ce pas, font d'un pays qu'il est un pays qui pratique la bonne gouvernance ou pas. Mais pour revenir directement à votre question, il est évident qu'il y a cet aspect structurel et institutionnel à mettre en place. Mais individuellement parlant, c'est une question de conviction. Je vous ai dit tantôt que ce n'est pas tous les pauvres qui sont enclins, qui pourraient, n'est-ce pas, s'incliner par rapport à la corruption. Il y a des pauvres dignes, il y a des gens qui ont des salaires qu'on pourrait qualifier de salaires de misère. Mais le gros dans la lutte contre la corruption, c'est la lutte contre l'impunité. L'exemple doit être donné. Il est évident que si, dans ce monde, l'argent doit être le Dieu absolu et le repère absolu, et donc les origines ne sont pas vérifiées, ça pose problème. Ailleurs, il y a la corruption également. D'où vient que des pays comme la Corée du Sud, en 50 ans, ont fait le mur. En Afrique, je ne vais pas loin, le Cap-Vert, la Mozambique. C'est des pays qui sont aussi africains comme nous, mais qui ont fait leur mur. Je vais dire que dans la lutte contre la corruption et dans le phénomène de corruption, il y a quelque chose d'important à voir. C'est la sanction du fautif. Quelle sanction infliger au fautif? Or, on remarque effectivement qu'au niveau de la corruption, ceux qui... On ne parle pas de la petite corruption, des fonctionnaires qui sont là par rapport
à cet homme, à des documents administratifs. Je parle de la grande corruption. La corruption à col blanc. Les détournements massifs au niveau de l'État. Des détournements des deniers publics. Des transferts de capitaux phénoménaux. Je rappelle qu'en 2010, l'OCDE dit que l'argent blanchi des pays africains vers les pays occidentaux, c'est 250 milliards de dollars. 250 milliards de dollars. 250 milliards de dollars. Et donc, voyez-vous, si un jour on venait à mettre la main sur un de ces individus, pensez-vous effectivement que ce monsieur, il a suffisamment de puissance? Mais on ne doit pas faiblir face à la puissance financière d'un tel individu. Il faut sanctionner, et de manière exemplaire. Vous pensez qu'il y a impunité et vous pensez aussi qu'il manque l'investigation et puis la dénonciation, par exemple? Je pense effectivement que c'est un tout. On en parlera, mais si vous voulez, on va anticiper. J'ai parlé de la Convention de Mérida. La Convention de Mérida impose aux pays signataires et qui ont ratifié un certain nombre de mécanismes. Au niveau de la prévention, la Convention impose aux États de prendre en compte une législation spécifique de lutte contre la corruption et des infractions connaissent, comme l'enrichissement illicite, comme le blanchiment. Heureusement qu'en Côte d'Ivoire, on a la loi sur le blanchiment de 2005. On attend la loi sur la corruption, on attend la loi sur l'enrichissement illicite. La Convention de Mérida nous impose cela. Et la Convention de Mérida également nous impose de prendre des autorités de lutte contre la corruption unique. Les hautes autorités qui pilotent un peu partout, au Mali, en Centrafrique, au Cameroun, de mettre en place des stratégies nationales de lutte contre la corruption qui intègrent tous les aspects de la société et qui revisitent l'éducation, la formation, le travail, etc., etc. Oui, vous avez cité des pays non plus qui ne sont pas mieux lotis que la Côte d'Ivoire. Lorsqu'on regarde ces pays ont de hautes autorités de lutte contre la corruption, mais on regarde de loin les chiffres. Oui, M. Fora, mais je n'ai pas dit que ces pays sont des exemples. Je dis qu'il faut mettre en place des organismes. Maintenant, la mise en place de l'organisme ne suffit pas. Il y a l'animation qu'on doit faire de ces organismes et le choix des hommes. Oui, je reviens tout à l'heure à ce que M. Faligou, M. Kouyaté, pardon, excusez-moi, a dit. Non, M. Kouyaté, il n'y a pas que des corrompus dans ce pays. Dieu merci d'ailleurs. Et je continue de dire que personne ne l'a soutenu sur ce plateau. Non. Mais on dit qu'il y en a beaucoup plus. M. Kouyaté a abordé la question, bien entendu. Et évidemment, nous parlons des fléaux. Mais il est évident que si nous sommes sur ce plateau pour parler de cela, c'est qu'il y a des exemples. Moi, je parle d'un vieillard de près de 95 ans qui aujourd'hui, je prie pour lui pour qu'il vive longtemps. Il s'appelle Mandela. Merci beaucoup. Il est noir, il est vieillard, mais le monde entier s'arrête parce qu'il est malade. Qu'est-ce qui explique cela? C'est parce que justement, il a fait ce que les autres n'ont pas fait. Donc, dans notre pays, il y a des exemples qui sont là, même dans la justice. Oh, la grande justice. Parce que je vois que tout le monde tourne les yeux vers la justice. Oui, c'est normal. Oui, parce que tout le monde a beaucoup de choses à vous reprocher. Oui, mais la justice n'est pas une génération spontanée. La justice, c'est les Ivoiriens en robe, les magistrats, je vais dire. C'est les Ivoiriens en robe. Donc, les mots qui se retrouvent dans la grande administration ivoirienne se retrouvent également dans la justice. Sauf, là où je serai d'accord avec vous, c'est que les conséquences de la corruption au niveau de la justice sont dramatiques. Et là, je suis d'accord. Mais voyez-vous, si Transparence existe, c'est parce que Transparence Justice, depuis 10 ans, a estimé qu'il fallait combattre la corruption dès l'intérieur. Très bien. La corruption de l'intérieur, la justice surtout, nous allons en parler dans la dernière partie de cette émission. La justice nous intéresse beaucoup plus. Monsieur Touré Adama, vous avez écouté M. Malin, hein? Oui, très bien. Nous, on continue de dire que les acteurs qui sont reconnus, identifiés comme tels, ne sont pas encore punis et qu'ils restent incorrigibles. Et on ne sait pas pourquoi ça coince. Ben, moi, ce que je peux dire, c'est qu'au niveau de la corruption en Côte d'Ivoire, il y a un véritable problème. Nous allons toujours nous répéter, les gens, et si on est là sur ce plateau, c'est pour parler de la corruption. Ce n'est pas pour parler de l'excellence. Et si on ne dit pas on ne touche pas du doigt le mal, on ne pourra pas trouver de solution. Il faut qu'on ait le courage de dire ce que les fonctionnaires et les gens de l'État ne peuvent pas dire. Sinon, on n'aura pas le sens de notre présence sur ce plateau. Ce que je veux dire, c'est que la corruption en Côte d'Ivoire n'est pas punie, malheureusement. Comment vous pouvez comprendre? Le monsieur a dit, dans votre élément tout à l'heure, que ça s'est institutionnalisé. C'est vrai que pour quelqu'un qui n'est peut-être pas allé très loin dans les études, puisse utiliser ce thème, mais moi je le...
Officialisé. Oui, on l'a parfaitement compris. De façon simple, c'est officialisé. Pourquoi? Quand des agents assermentés de l'État posent un acte, qui doit, force reste à la loi, les corabiers nous le chantent tous les jours. Et c'est ces mêmes agents qui mettent les gens en prison, le petit voleur de portable est mis en prison, c'est cet agent-là qui escorte 100 000, 200 000 à un passager. Ça c'est fait devant un citoyen, il va dire que c'est officialisé. Et nous, on a des preuves entre les mains. Les preuves que nous avons entre les mains aujourd'hui, c'est des preuves que l'État doit essayer de remettre de l'ordre à son sein. Combattre la corruption de l'intérieur, ça doit être vraiment le cheval de bataille du gouvernement. Nous félicitons déjà le ministère d'État d'avoir mis l'unité de lutte contre le racket. Mais nous disons, le district d'Abidjan étant un démembrement de l'État, s'il y a un agent du district d'Abidjan qui pose un acte de racket avec un document estampillé du logo du district et avec le cachet de la préfecture de police d'Abidjan, mais nous on n'appelle pas ça un fait banal. Mais on n'appelle pas ça un fait banal. Ce n'est pas du faux, parce que nous nous sommes déplacés à la préfecture. Nous nous sommes déplacés au district. Nous avons même l'élément à nos mains ici. Mais nous disons que ça ne peut pas se faire. L'État a défini toutes les contraventions. Même la fourrière, c'est les policiers qui doivent faire. Quand on vous met en fourrière, vous devez payer la fourrière au trésor de Côte d'Ivoire. On ne nous a jamais dit qu'on doit payer la fourrière entre les mains d'un agent de la police et qu'on doit payer ça auprès d'un agent de mairie. Mais alors pourquoi est-ce que vous payez? Mais nous sommes obligés parce que le moyen de coercition sont nos pièces administratives qui nous sont totalement retirées. Pourquoi? Parce qu'il y a une unité qui a été mise sur pied, qui est en train de faire un travail, et comme le corps habillé sur le terrain, dès que l'unité se présente à un barrage, aucun corps habillé n'accepte de siffler un véhicule. Si le corps habillé est perdu avec nous dans le barrage, les premiers véhicules qu'on a sifflés, c'est les papillons de 22 500. Vous n'avez pas dit de faire notre travail, on va faire. Le transporteur, le chauffeur que nous sommes, on a quel moyen sur place de dire à cet agent-là, ne fais pas ça. Et je vous assure que même devant les agents de l'unité de lutte contre le racket, ils n'ont pas la possibilité de leur dire de ne pas faire ce papillon. Parce que nous avons vécu ces faits-là ce matin à Abidjan. Oui, vous faites des... Donc voilà des gens réels qui raquettent, qu'on connaît, qui ont signé des papiers pour reconnaître que je vais t'emmerder parce qu'on me dit de faire mon travail. Mais est-ce que celui-là, il doit rester là, on ne doit pas l'amener au tribunal militaire? Oui, en même temps que vous le dites, ça va être difficile que vous vous dédouanez vous-même, vous les transporteurs. Oui. Parce qu'on vous regarde sur le terrain, vous n'avez jamais de documents complets dans le véhicule. Vous vous sentez donc obligé de soudoyer rapidement un policier. Vous voulez tenter, j'ai envie de dire ainsi, avant de continuer votre chemin. À ce niveau, je n'ai pas de problème, parce que nous sommes dans un état de droit. Alors, celui qui n'a pas rempli les conditions pour faire le transport doit être mis en fourrière. Il ne doit pas faire le transport. Mais si ces véhicules-là roulent aujourd'hui, on a 22 000 taxis pour Abidjan, Ororo. Et dans les 22 000 aujourd'hui, on a près de 8 000 à 16 000 qui n'ont pas de papiers administratifs à jour, comme l'a dit le président des consommateurs, parce que ces véhicules qui étaient dans les communes, qui ont des couleurs, qui payent leurs patentes, qui payent tout, auprès des municipalités et de l'AGETU, ces véhicules constatent qu'il y a des voitures personnelles qui font leur travail à leur place. Cette concurrence déloyale n'est pas combattue par l'État. Auprès de quel État nous payons des patentes? Ces transporteurs ont décidé de faire comme les véhicules banalisés. Ils ne payent plus de papiers. Et tous les matins, les pseudo-syndicalistes qui sont sur les gares cotisent 2 000 francs près de ces véhicules-là. Partagent ça avec les gendarmeries, les polices qui sont sur les périmètres de compétence. Et la Côte d'Ivoire croit que ça, c'est un état de droit. On va où avec ça? Si on ne le dit pas, ça ne se réglera pas. Donc nous prenons le risque. Nous savons qu'ils vont nous attaquer, nous savons qu'ils vont nous emmerder, mais nous allons dire ce qu'il faut dire pour que l'histoire retienne qu'il y a eu quelqu'un au moins courageux qui a pu dénoncer. Vous l'avez dit, mais je continue de le dire aussi. Oui. Vous, transporteur, il y a beaucoup de choses qu'on vous reproche. Absolument. C'est pour ça que j'ai dit pseudo-syndicaliste, parce qu'il y a des individus. Par exemple, le camion que nous avons vu, nous revenons sur cet exemple juste pour voir. Oui. Ce camion que nous avons vu, tout en sachant que vous ne devez pas le charger jusqu'à... Nous sommes obligés de le charger comme ça. Vous le faites. Nous sommes obligés. Parce que si nous ne le chargeons pas comme ça, délibérément, on est obligé, parce que tout notre argent va rester sur la route. On fait comment? Parce que délibérément, vous décidez de ne pas respecter les lois. Si on ne le charge pas à 80 tonnes, le véhicule n'arrivera pas à bon port. Parce que si on nous a payé 800 000 francs pour la narcade d'Odjéné à Abidjan, nous allons payer des frais de route dans l'ordre de 480 000 francs. Si plus le gasoil qui nous coûte 400 000 francs, nous nous retrouvons à combien? Avec 20 000 francs. Mais attends, vous êtes sûr qu'un transporteur qui doit payer ses pneus, qui doit payer son assurance, qui doit faire la visite technique, qui doit payer l'agent qui fait le conducteur, et qui doit faire des bénéfices pour payer un nouveau véhicule, vous êtes sûr qu'il peut faire un voyage de 1200 km aller-retour? Bon, je ne répondrai pas à la question, mais je vous poserai une autre d'ici la fin de cette émission, et puis on va passer à l'autre sous-thème. D'accord. Que fait-on
pour freiner la corruption? C'est une question qu'on s'est posée tout le temps pendant l'émission. Est-ce possible de le faire? Autant de questions que le citoyen lambda se pose. Nous allons suivre ce reportage de Herman Niamien pour comprendre les actions de l'État de Côte d'Ivoire dans la lutte contre la corruption. La lutte contre la corruption reste un grand défi pour tous les États africains confrontés aux exigences de la bonne gouvernance. En Côte d'Ivoire, par exemple, l'actuel président Alassane Ouattara en a fait l'une de ses priorités. S'il réussit à relever ce défi, il rentrera à jamais dans l'histoire du pays et même de l'Afrique tout entière, tant la corruption est enracinée dans toutes nos activités au quotidien. Ce qui, ailleurs, peut être vu comme des comportements illégaux et immoraux, sont considérés chez nous comme des pratiques ordinaires et banales. Le gouvernement ivoirien n'entend donc pas rester les bras croisés. Des stratégies sont donc élaborées pour réduire à néant les poches de la corruption qui gangrènent encore l'économie. Il y a la loi contre la corruption, la loi contre le blanchiment des capitaux, l'enrichissement illicite. Récemment, la Côte d'Ivoire a ratifié la Convention des Nations Unies contre la corruption, la Convention de l'Union africaine contre la corruption. Au niveau étatique, il y a le secrétariat national à la gouvernance et au renforcement des capacités. Au niveau du ministère de l'économie et des finances, il y a la brigade anti-corruption. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup d'instruments qui existent déjà. Récemment même, on vient de créer ce qu'on a appelé le tribunal du commerce. Et tous ces instruments concourent donc à promouvoir, n'est-ce pas, les bonnes pratiques. C'est en cela que le petit peuple, c'est-à-dire ceux qui ne profitent pas de ces pratiques illicites, qui subissent au quotidien ces méfaits, doit réagir en prenant en main sa propre destinée, c'est-à-dire en dénonçant publiquement ses actes et en portant plainte contre X. Plainte comme contre X, M. Malan, vous comprenez mieux cette expression que nous autres. Sauf que vous, les magistrats, vous êtes fortement critiqués. On pense que vous regardez certaines situations sans réagir. Je le pense aussi. Ah oui, vous le pensez à tort. La raison. Écoutez, c'est vrai qu'on a souvent tendance à dire que nous sommes censés ignorer la loi. Peut-être que c'est une hypocrisie qui... Mais je pense que la loi est mal interprétée et mal sûre. Le cadre de cette émission ne nous permettra pas de développer, d'entrer dans ce développement. Oui, je serais hypocrite de dire que les magistrats ne sont pas responsables d'un certain nombre d'actes. Oui, je manquerai, n'est-ce pas, au devoir de vérité que de dire que la justice n'a pas sa part de responsabilité dans ce qui se passe. C'est pourquoi, je le dis et je le répète encore une fois, ayant eu des repères avec nos aînés, nous avons estimé qu'il était nécessaire, sans que personne ne nous le demande, sans que les personnes ne nous initient à cette action, nous avons décidé pour dire aux populations que c'est vrai qu'il y a des problèmes, mais il y a certains acteurs qui peuvent ne même pas être membres de Transparence. Je dis qu'il y a des gens, des femmes, des hommes qui font leur travail avec beaucoup de probité intellectuelle, qui sont dans nombre et qui n'ont jamais eu les phares de l'actualité pour pouvoir le dire. Nous avons estimé que nous devons être les porte-voix de ces personnes-là. Est-ce que nous devons comprendre que vous ne vous reprochez rien? Ah non, je n'ai pas dit cela, M. Fofana. Je n'ai pas dit cela. Je dis que oui, qu'il y a des problèmes. La justice, c'est une administration. Et une administration a besoin d'être fonctionnelle. Je l'ai dit tantôt, il y a des éléments, il y a des critères. Au plan international, on nous parle de beaucoup de choses. Nous avons une population de 22 millions d'habitants. Nous avons 10 tribunaux. Nous avons 9 tribunaux d'ailleurs, 3 cours d'appel. Déjà, il y a un problème d'accès à la justice. C'est que il y a des personnes qui ne peuvent pas accéder à la justice parce que la justice est très loin de leur lieu d'habitation. Quand vous accédez également à la justice, il y a cette prise en charge qui doit être la vôtre. Comment est-ce que l'institution judiciaire, qui est une institution publique, fait-elle pour rendre accessible son fonctionnement aux justiciables lambda? C'est-à-dire quoi? Vous, M. Fofana, vous avez besoin d'un acte. Vous allez à la justice. Il faut, parce que c'est un service public, il faut que ce service public vous satisfasse de la manière la plus absolue. Mais la démonstration qui a été faite par M. Soumaro tout à l'heure nous a démontré totalement le contraire. Je viens. Donc, ça veut dire qu'il faut réformer. Le ministre Dibi, qui était ministre de l'économie et des finances, a dit que les administrations africaines doivent pouvoir, n'est-ce pas, se gérer des titres managériales.
Je le dis, et nous, nos propositions, c'est lesquelles? Quand vous voulez être chef de service, je parle du tribunal d'Abidjan. On a proposé, en tout cas, Transparence et Justice, c'est notre proposition la plus absolue. Vous voulez être président de ce tribunal, c'est-à-dire chef de service, le gouvernement doit faire un appel à candidature. Il y a des critères qui sont définis. Vous dites, moi, Fofana, je viens, voilà mon ambition pour le tribunal d'Abidjan. Au point de vue organisationnel, voilà mes propositions. Au point de vue des décisions, voilà mes propositions. Et ainsi de suite. Et on passe au peigne fin des candidats. Celui qui est retenu, il sera mis à l'œuvre. On l'observe. Dans les 6 mois, ce sera une période sabbatique, mais après, il faut le juger à l'acte. J'ai dit que les décisions de justice sortiraient dans les 6 mois et avec telle fréquence. J'ai dit que moi, mes juges seront à l'heure à l'audience et ils seront à l'heure à l'audience. J'ai dit que mes juges rendront les décisions conformément à la loi, ils le rendront. J'ai dit qu'il faut donner la possibilité à celui qui a perdu son procès de pouvoir avoir les recours. Ça, c'est les exigences minimum d'un service fonctionnel qui fonctionne selon les critères de gestion modernes. J'ai dit que je vais faire en sorte que l'État mette en place un système de gestion des fichiers parce qu'ailleurs, ça existe. Écoutez, chaque fois qu'il y a manipulation de l'homme, il y a faillite. Et ajouter à cela la volonté de nuire qui peut exister, qui n'est pas à exclure. Alors, vous avez un système qui n'est pas performant. Je vous suis parfaitement, mais ce que je voudrais dire, c'est que le développement que vous faites nous dit tout simplement que M. X, le citoyen lambda qui a un problème, il ne cherche pas à savoir qui est le manager et comment la personne dirige. Il veut un résultat dans l'immédiat. Alors, M. X a un problème avec Y qui se retrouve en face de vous. Il y a des affaires qui sont étouffées au palais de justice. C'est de ça qu'on parle. Quand j'ai affaire à quelqu'un qui est peut-être plus nanti que moi financièrement, je ne peux pas aller au-delà. Il paye 10 000, j'ai 1 000 francs à payer. C'est de ça qu'on parle de façon concrète. C'est ce qu'on vous reproche. Monsieur Fofana, je venais. Je vous disais les critères pour qu'une justice fonctionne de façon administrative. Parce qu'on ne va pas seulement au tribunal, excusez-moi du terme, pour un procès seulement. La justice, c'est un service public, administratif. Quel que soit le service qu'on demande à la justice, on souhaiterait que la justice soit efficace et que mais l'efficacité nécessite un certain nombre de règles de fonctionnement. C'est de cela que je vous parle. On est d'accord sur les règles. Parlons de... Nous considérons que lorsque quelqu'un est nommé, il connaît déjà les règles de gestion, ces règles-là. On veut juste qu'il les applique. Les règles ne sont pas appliquées, M. Malan. D'accord. Quand vous dites que les règles ne sont pas appliquées, tout est relatif. Je pense que dans ce pays, vous avez entendu parler d'un monsieur comme Camille Ogué, des Fatika, Mamadou. Voilà. Je voulais souligner cela. Mais bien entendu, il y a des personnes, des fonctionnaires de justice qui ont pris des libertés avec leur serment. Donc nous disons ceci. C'est comme dans tous les services. Vous arrivez, il y a un dysfonctionnement. Vous cherchez à voir le supérieur hiérarchique. Ou vous venez voir une structure de défense des droits de l'homme. Je dois vous dire que Transparence et Justice est là justement pour cela. Il y a des personnes qui nous ont... La plupart du temps, je pense que les Ivoiriens n'ont pas cette facilité-là de concocter leurs preuves, les éléments de preuve. Donc ils viennent nous voir, ils ont dit tel ou tel X a bloqué mon dossier, pour parler de façon triviale, a bloqué mon dossier. On cherche à être renseigné. Si c'est vrai, on écrit aux structures compétentes. Vous dites qu'il y a... C'est vrai qu'il y a la délivrance des grosses et des minutes. Lorsque, effectivement, il y a un dysfonctionnement à ce niveau-là, nous nous mettons en branle. Et Dieu seul sait combien d'Ivoiriens nous avons soulagés dans ce contexte-là. Mais ce que j'étais en train de vous... Et j'insiste là-dessus. Oui. Je dis il faut réduire le fait d'homme. Il faut faire en sorte que la justice, comme toutes les administrations, bénéficie des outils modernes de gestion. Pour que si l'homme intervient, c'est de façon périphérique. Voilà. Et que l'homme intervient parce qu'il doit pouvoir intervenir. Mais chaque fois, vous voyez que quand un dossier rentre, il faut pouvoir savoir quelles sont les pièces qui sont dans ce dossier. À la sortie, quelles sont les pièces qui ont été déposées. Mais il y a des gens qui peuvent venir se plaindre de ce qu'une pièce a disparu. Ça peut être le fait d'homme. Or, pour éviter cela, il faut penser à la mise en place. Et ça existe ailleurs. C'est mon cri de détresse, cela. Très bien. Je vous ai compris, voilà. M. Malan. Et donc, les magistrats que nous sommes... Non, parce que vous avez posé une question précise. Vous avez dit que les magistrats ont failli. Donc, je vais dire ceci. Oui. Quand un magistrat est convaincu de faillite,
un magistrat aussi poursuivi. Il y a les organes disciplinaires qui sont là, qui doivent pouvoir réguler. Et si vous portez plainte, parce que ça existe de porter plainte contre un magistrat, contre un ministre, contre un député, contre toutes les personnalités qui sont là. Et nous disons... Je vous saisis parfaitement, M. Malan, mais Dr Kouyaté, je repose la même question autrement. Ce qu'on reproche souvent aux magistrats, c'est justement que lorsqu'on va vers eux, nos problèmes ne sont pas réglés. Ce n'est pas votre avis non plus? Non, non, moi, je vous ai déjà donné mon opinion sur la transition que subit aujourd'hui la justice ivoirienne. Mais je me dis que dans le fil conducteur de l'émission, nous sommes partis de la gouvernance, de la mauvaise gouvernance qu'est la corruption. Et nous sommes arrivés à une deuxième étape qui était le stade des acteurs incorrigibles. Et je voudrais m'arrêter là un peu avant de progresser sur votre question sur la justice. Je serais un peu gêné parce que là, on gère le temps. Oui. Non, non, en une minute... On sera obligé de ne pas vous faire parler trop sur la suite du problème. Allez-y. Non, mais il faut que je revienne parce que... Je vous concède cela juste vraiment une minute. Il ne faudrait pas que l'émission soit une émission de trop. Il faut que l'émission, au sorti de cette émission, on ait quand même des solutions pratiques, prêtes à l'emploi, pour pouvoir quand même amorcer une lutte véritable. Oui, c'est d'ailleurs ce qu'on a commencé à faire déjà avec M. Malan. Donc les acteurs incorrigibles dont vous parlez, en ce qui concerne le secteur de transport, en collaboration avec l'unité de lutte contre la raquette, qui est notre partenaire au quotidien, nous avons entamé des actions de répression. Et nous avons des statistiques sur ce point-là. Et lorsque nous-mêmes, dans le cas des activités du CNF, le Comité national de facilitation, nous nous déplaçons sur les axes de circulation, nous nous arrêtons au point de contrôle qui ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur et nous procédons au démantèlement de ces points de contrôle. Et lorsque nous voyons que des dispositifs sont érigés et tenus par des personnes ou des organisations qui ne sont pas habilitées, nous procédons également au démantèlement de ces dispositifs et au besoin, nous portons l'information à la connaissance de l'unité de lutte contre la raquette pour que les décisions qui doivent être prises soient prises en vue d'une éventuelle répression. De ce point de vue, je voudrais vous dire que la culture de la plainte est nécessaire et vitale pour que nous puissions lutter efficacement contre la raquette. Et je voudrais vous dire également que moi, je ne peux pas perdre de vue du tout qu'il y a une corrélation indispensable, je dirais intime, très intime, entre l'excellence et la corruption. Vous avez vu que tantôt, lorsque M. Malan est intervenu sur le tableau de la justice, il vous a parlé du juge Fadiga, il vous a parlé du juge Oguier, il les a mis en lumière pour qu'on prenne ces exemples-là comme étant des exemples, des modèles qui peuvent inspirer la génération présente. Lorsqu'au niveau des chefs d'État, il a parlé tout à l'heure du vieillard qui est Mandela, autant dans l'environnement ambiant d'une Afrique qui est en perte de vitesse, entre guillemets, l'exemple du Madiba est un exemple dont on peut s'inspirer pour dire que demain peut être meilleur pour l'Afrique. Donc partout où on parlera de corruption, il faut nécessairement mettre à côté, s'il y a des projets d'excellence, mettre également cela en avant. Et je pense que cette culture, elle est importante. Maintenant, ma vue sur la justice de la Côte d'Ivoire, telle qu'elle a été décrite par M. Malan, il a parlé d'une organisation managériale au niveau d'un tribunal de première instance ou bien d'une cour d'appel ou bien de la Cour suprême. Parce que ici, le juge n'est pas seulement celui-là qui va rendre justice. Il est leader d'une organisation humaine, d'une organisation avec des moyens matériels et financiers. Et cela suppose de tracer une vision, un cap pour amener tout cela vers cela. Donc c'est de ce point de vue qu'il en a parlé. Mais aujourd'hui, notre justice, comme il a dit lui-même, occupe le 3e rang des différents corps qui sont visités malheureusement par la corruption. Le premier corps étant celui des partis politiques, le second étant celui des finances et le 3e étant la justice. Et de ce point de vue, avec ce rang, il faut dire qu'il y a problème au niveau de notre justice. Très bien. Monsieur Soumaoro. Oui. Écoutez, je pense que les temps c'est vrai, on sait déjà ce que... Oui, les temps que Donc il faut profiter du peu de temps qui reste. Oui, voilà. Le peu de temps qui reste. Moi, je dis il y a trop de structures qui interviennent et malheureusement, il n'y a pas d'efficacité sur le terrain. Moi, aujourd'hui, j'entends la télévision, dans les journaux, secrétariat, de la bonne gouvernance et des renforcements des capacités. Mais
quel est leur rôle exactement sur le terrain. Et nous, si nous sommes face à la mauvaise gouvernance, qu'est-ce que nous devons faire? Où il faut les saisir et comment il faut le faire. Et je suis d'accord avec le docteur Kouyaté, parce que je les ai vus souvent sur la route en train d'intervenir. En douane, il y a une brigade qui lutte contre raquettes. Au sein de la police, il y en a. Au sein du transport, il y en a. Au sein du ministère de l'économie, il y en a. Ça fait trop de structures. Mais ce n'est pas mauvais en soi d'en avoir plusieurs. Plusieurs, mais parfois, quand c'est comme ça, il y a des structures qui ne sont pas efficaces, mais qui coûtent cher aux contribuables que nous sommes. Parce que ces structures-là, c'est nous qui les finançons. Hein, on prend de l'argent des contribuables pour les entretenir. Bon, moi, je pense en dehors des structures qui sont sur le terrain, telles que l'OFT, et puis bon, au niveau de la structure. Voilà, au niveau de la... mais pour moi, en tout cas, moi, je le dis aujourd'hui face à la nation, que le secrétariat qui est chargé de la bonne gouvernance, il y a des pratiques de mauvaise gouvernance qui se passent. Nous n'avons pas encore vu quel rôle cette structure a joué et nous attendons cette structure-là pour nous démontrer que les autorités ne se sont pas trompées en créant cette structure de la bonne gouvernance. Non, je suis sûr que c'est après... j'ai pris un autre cas palpable. Lorsque ici, au sein du gouvernement, un ministre d'État avait pris la décision d'interdire le véhicule banalisé, parce qu'on fait l'amalgame, les Wororo qui sont en règle, qui payent les patentes, et les véhicules banalisés, ou des véhicules qui n'ont aucune pièce, ou quand nous-mêmes, usagers de ces véhicules-là, vous êtes dedans, vous voyez même le sol. Et que le ministre d'État avait pris une décision d'interdire ces véhicules-là. Un autre ministre de la République est venu pour annuler cette décision. C'est de la mauvaise gouvernance. Ça, nous, en tant que contribuables, nous n'avons pas du tout apprécié cette décision. Bon, vous voyez qu'on est en train de faire quelquefois marche arrière. Alors, docteur Kouyaté, et puis on va rester véritablement sur la justice après cette intervention. Oui, docteur Kouyaté. En une minute. Oui. La décision prise par le second ministre l'a été en concertation, en collaboration avec le Premier ministre. C'est-à-dire le ministre d'État qui a pris la décision. Parce que c'est ce ministre d'État qui a assuré l'intérim du ministre des Transports lorsqu'il a eu à prendre la décision. Et à son retour, c'est de concert que la seconde décision a été arrêtée. Et je veux terminer là-dessus avant que vous n'alliez vers la justice. C'est vous dire qu'au niveau du ministère des Transports, au niveau de l'OFT et du CNF, nous avons attaqué le racket dans d'autres secteurs qui ne sont pas seulement le secteur des transports à proprement parler. Nous sommes allés dans le secteur du café-cacao, là où le racket était évalué à hauteur de 10 milliards environ. Et aujourd'hui, lorsque le gouvernement établit ces chiffres concernant la satisfaction dans ce secteur, nous avons 800 milliards qui ont été répartis au niveau de ces acteurs et environ 40 à 56 milliards qui ont été mobilisés comme fonds de garantie. Et aujourd'hui, le CNF, l'unité de lutte contre le racket, et l'OFT peuvent dire qu'ils ont assuré une contribution décisive dans l'atteinte de ces résultats-là. D'accord. Voilà. J'insiste beaucoup pour qu'on parle de la justice, parce que c'est la justice qui nous aidera tous à sortir du racket, de la corruption. Alors, Monsieur Touré, aujourd'hui, quand vous regardez notre justice, vous pensez qu'elle a les possibilités, les moyens de lutter contre la corruption? Je ne sais pas de quels moyens la justice dispose, mais ce que je sais, en tant qu'opérateur économique, c'est que la justice, nous ne souhaitons pas, nous en tant qu'opérateurs privés, nous ne souhaitons pas avoir affaire à la justice. Parce que nous sommes persuadés d'un fait, si on va au parquet, on aura des problèmes. D'abord, nous, on est pénalisés parce que la plupart de mes membres, près de 80% de nos acteurs ne sont pas allés à l'école. À la justice, il faut parler gros français. Le transporteur n'aime pas ça. Ça, c'est deux. De deux, la justice ivoirienne, il faut avoir beaucoup d'argent pour pouvoir régler les problèmes. Malheureusement, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a transparence, il y a ceci, il y a cela, mais la réalité est tout autre. Nous, on a des faits réels entre nos mains. On a été attaqués par des syndicats, des civils, qui nous ont agressés à la mairie de Port-Boué. Parce que nos membres qui sont à Port-Boué ne veulent pas payer les cotisations syndicales. Comment dans un pays, quand vous n'êtes pas membre d'un syndicat, vous devez cotiser auprès de ces syndicats? Ça, c'est la méconnaissance du droit, le minimum du droit. Donc ça, c'est entre syndicats déjà. C'est n'importe quoi. Mais alors, si vous êtes agressé, vous allez porter plainte. Vous avez accès à la justice. On allait porter plainte régulièrement auprès du district de police de Port-Boué. Ça a été transmis au parquet. Arrivé au parquet, on nous appelle à l'audience, on va nous lire autre chose dont je dispose de la grosse ici.
qui n'a rien à voir avec ce que nous avons fait comme plainte. Voilà des faits réels. Et on Bon, sort dans de là, l'immédiat, ceux que nous avons porté plainte contre eux, nous narquent. C'est pour ça que je dis, nous on a nos grosses, nous on a nos preuves ici. Je ne mets Peut-être pas après du on va tout en montrer doute, à Sampara, non, si je vous ne mets nous pas du aidez, tout en doute ce que parce vous dites, sauf qu'on que va dans pouvoir l'immédiat, trouver... on ne peut pas vérifier, Voilà, on ne peut pas la chose vérifier, sur mais place. on a ça. Ça, c'est des faits réels qui amènent le citoyen à avoir peur de sa justice. D'accord. Et on a cherché à voir le procureur de la République. Très bien, Pendant monsieur 3 Touré. semaines, on n'a pas été reçu par le procureur. Bon, M. Touré, Donc, c'est des faits réels. ce sont des choses qui sont assez malheureusement. difficilement vérifiables sur place. Oui. Je ne doute pas du tout de ce que vous dites, Oui. mais quand nous, on n'a pas la possibilité non plus, nous, journalistes, de vérifier la chose, Oui, on ne va oui. pas trop en profondeur jusqu'à ce qu'on ait les éléments qu'il faut dans D'accord. la main. Alors, M. Malan, Il a été interrompu rapidement, hein. Il n'a pas fini. oui, tout à fait, je reviendrai vers vous. Ok. Je reviendrai vers vous. Vous parlez de la justice. Monsieur Malan, vous entendez, c'est très clair. Ça donne l'impression qu'il y a des faits qui crèvent les yeux et vous ne vous auto-saisissez pas de l'affaire souvent. Monsieur Fofana, je l'ai dit tantôt ici, que c'est vrai que la justice supporte pas mal de choses et qui sont malheureusement vraies. Mais je dois dire que le comportement des Ivoiriens est pour quelque chose. Vous voyez-vous, les Ivoiriens sont convaincus que si vous partez en justice, que vous n'avez pas les moyens suffisants, vous perdez votre procès. Mais c'est archi faux. C'est vrai dans certaines situations. Il faut faire en sorte que chacun de nous balaye devant sa porte. Si vous allez d'abord et que vous êtes convaincu de votre droit, mais s'il y a un problème, plaignez-vous. Mais s'il y a des corrompus, c'est qu'il y a des corrupteurs. Il y a que des gens qui vont en justice justement pour porter des valises. Et donc, je ne suis pas en train d'excuser ceux des animateurs de l'appareil judiciaire qui prennent ces valises. Loin de moi, cette idée. Mais je dis, il faut ensemble, c'est en conjuguant tous les efforts qu'on Vous arrive... dites déjà qu'il ne faut pas aller avec des valises. Ah, mais il ne faut pas aller avec des valises. On ne va pas. Les valises ne se gardent pas au tribunal. Les valises, c'est sous les lits ou dans les banques. Non. Ce que je veux dire, il faut absolument que les gens sachent que nous devons tous faire des efforts. Les justiciables et nous-mêmes. Maintenant, si effectivement il y a un problème de dysfonctionnement, on saisit celui qui est compétent. Voyez-vous, c'est vrai qu'il y a les gens autour des tribunaux et ils n'ont rien à y faire. Je le dis encore, ils n'ont rien, ce qu'on appelle communément les magouillas. C'est une question aussi de gouvernance. Et j'insiste là-dessus. Et là, c'est notre combat de tous les jours. Mais ils sont combien les Ivoiriens qui entrent dans le bureau d'un animateur de la justice pour poser réellement leurs problèmes? Je vais faire un certificat de nationalité, voilà. Mais ils préfèrent parce que les délais sont courts ou que le goulot de tremblement est tel qu'ils préfèrent payer à la porte pour avoir leurs documents. Je peux comprendre, mais tant que chacun de nous ne fera pas son papa de sacrifice, c'est vrai qu'on a beau jeu de critiquer l'État, de dire que les moyens ne sont pas suffisants, mais nous sommes tous l'État. Moi, vous, les autres, nous sommes tous l'État. Et nous pensons effectivement qu'à ce niveau, certes, l'État ne met pas les moyens suffisants. Certes, la justice est le parent pauvre et l'État devrait faire suffisamment pour que la justice ait les moyens. Oui, mais il faut que les animateurs de l'appareil judiciaire... Oui, les moyens, d'accord. Mais... Les animateurs de l'appareil judiciaire... Oui, je serais obligé de vous reprendre la parole pour... puissent se discipliner et les justiciables avec. Très bien. Monsieur Touré, là je reviens à vous, vous avez entendu, c'est très clair. Hein? Ouais. Avant de dire que la justice est corrompue, arrêtez de corrompre. C'est clair. Mais nous, dans le cas d'espèce, nous, on est corrupteurs par la force des choses. Parce que d'abord, avant d'arriver à la justice, c'est vrai que nous ne disions pas que la justice entière est corrompue. Nous avons eu la chance d'avoir des juges qui nous ont carrément dit ce qu'ils ont comme limite de pouvoir. Ils se sont arrêtés là. Il y a des juges honnêtes, hein, comme il l'a dit. Il y en a encore hein, que nous rencontrons. Mais il y en a par contre, comme ils savent qu'ils ne peuvent pas régler sans argent, ils ne vous reçoivent même pas. Tant qu'il ne vous connaît pas, il ne vous reçoit pas, ou bien vous passez par son démarcheur. C'est des faits réels. Donc il y a ça, il y a les deux. Mais il faut que, parce que c'est la majorité qui l'emporte. Les mauvais sont beaucoup. Donc si on ne limite pas un peu, on ne va pas s'en sortir. Ça c'est le cas aussi chez les corps habillés. Aujourd'hui, nous on a quel problème? L'État a décidé que tous ceux qui vont sur la route aient leur bande patronymique sur la poitrine. On puisse lire leur nom. La gendarmerie que nous félicitons a exigé à tous les gendarmes de mettre leur nom. Là, si on t'a fait une tracasserie, tu sais où appeler. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons qu'à part la gendarmerie, aucun corps ne fait de pression
pour que les éléments mettent les bandes patronomiques. Très et nous bien. voyons pertinemment les agents narguent l'unité de lutte contre le racket en leur disant « Vous vous fatiguez, nos chefs savent ce que nous faisons ici ». Très bien. En tout cas, Voilà on vous a vraiment compris. Il ne reste plus que 4 minutes, donc chacun aura vraiment 1 minute, pas plus, pour conclure. Je commence par M. Soumaoro Ben Fali. Oui, merci. Cette émission, raquette, corruption, vraiment Raquette, 1 minute. corruption en 90 minutes, c'est peu, mais même si le débat s'est passé entre Transparence Justice et puis l'OFT. C'est les deux. Hein, c'est On a les eu deux que qui ont animé. Vous êtes en train de grainer de votre minute. Voilà. Donc, enfin, je pense qu'il faut revenir sur ce débat pour que d'autres acteurs concernés puissent se retrouver pour en parler. Parce qu'on a pu parler que des transports, on a parlé, mais quand on prend par exemple, pour avoir une lettre d'attribution au ministère du Logement, de l'urbanisme aujourd'hui, Dieu seul sait la corruption aussi qui est dans ce milieu. Très bien, c'est vraiment 1 minute chrono. Docteur Kouyaté. Moi, je dirais que le président a fixé un cap qui est 2020, Côte d'Ivoire émergente. Cette Côte d'Ivoire émergente ne peut pas arriver tant que le phénomène du racket perdurera, le phénomène de la corruption perdurera. En ce qui concerne le secteur des transports, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en concurrence avec les autres pays de la sous-région. C'est en cela que le CNF et l'OFT font une ouverture sur les pays tels que le Nigeria, tels que le Bénin, tels que le Togo, dans l'espace UEMOA et CEDEAO. Et de ce point de vue-là, nous nous battons pour que la Côte d'Ivoire ait les meilleurs rangs possibles au niveau du nombre de barrages, au niveau des prélèvements illicites et au niveau des temps d'immobilisation intempestifs des véhicules. Et c'est 1 minute chrono vraiment. Donc nous allons effectivement accompagner je donne la parole le président pour ce cap-là. Adama Touré. Merci beaucoup. Je pense que ce que nous avons à dire, c'est qu'à ce que nous concerne le racket, nous souhaitons vraiment que le racket prenne fin en Côte d'Ivoire. Et pour cela, nous souhaitons que le chef de l'État, le président de la République, s'implique personnellement et qu'il essaie de donner vraiment tous les moyens qu'il faut au ministre d'État, ministre de l'Intérieur, qui a mis une unité qui est proche de nous, acteurs aujourd'hui. Et nous saluons les efforts, mais il faut qu'ils aient les moyens parce que le racket, c'est ce qui détruit plus le transporteur que tout autre problème. Monsieur Malan Léon. Écoutez, le père Glorieux disait déjà en 1835 que la corruption est l'arme de la médiocrité. Et cette arme qui vous suit partout. Et donc, aujourd'hui, nous devons faire en sorte que l'arme de la médiocrité ne nous suive pas partout. C'est en cela qu'il faut que l'État, en tant qu'entité et détenteur du pouvoir régalien, puisse, n'est-ce pas, agir. Mais il n'y a pas que l'État. Il y a la société civile que nous représentons. Dieu seul sait aussi que nous avons à balayer devant notre propre porte, mais à apporter notre modeste contribution à l'effort qui est fait. Mais il y a également la presse, cette chère presse, qui a aussi des choses à se reprocher. Mais nous devons mettre, nous tous, dans ce moule-là, pour que chacun joue son rôle et la Côte d'Ivoire se portera mieux. Merci, M. Malan. Vous avez constaté que la RTI vous a invité pour parler parce que la RTI n'a rien à cacher. M. Adama Touré, merci. M. Malan, merci encore une fois. Docteur Kouyaté, merci. Et merci, Soumaoro Ben Fali. La corruption et le racket nous ont permis de jeter un regard sur notre administration de façon générale. On a pu constater un moment que la Côte d'Ivoire était quelquefois aux antipodes des standards de la bonne gouvernance, avec des pics, avec des creux aussi. Pourquoi cela et quelles solutions? C'est ce à quoi nous avons réfléchi ce soir. Merci et bonsoir.